Des livres plein les oreilles. Bonjour à toutes et à tous dans l'univers du livre audio grâce à cette émission Des livres plein les oreilles produite par Canal M. Alors cette semaine en livre audio, d'abord oui bonjour, je m'appelle Clotilde Sey, je suis ravie de vous retrouver bien évidemment. Je vous disais donc, cette semaine en livre audio, Sophie Trudeau nous invite entre nous, mieux se connaître, mieux s'aimer. Nara, le catalogue québécois des livres audio francophones et des livres audio d'ici, fête ses 2 ans, avec deux bouquins qui sont un petit peu des prises de conscience intelligentes, je dirais, pour les adultes en devenir. La collection Gallimard Écoutez lire est heureuse d'annoncer la nomination de Alors c'est bien pour le Grand Prix des lectrices de Elle 2025. J'ai découvert ce livre tout récemment et je l'ai trouvé absolument merveilleux. Je suis bien heureuse qu'il soit déjà enregistré. Et puis Audiolib dévoile son prix 2024. Il va à La dernière allumette de Marie Vareille. Gérald Cousineau a écouté pour vous Les guerriers de l'hiver d'Olivier Norek et on va finir cela avec des nouveautés à déguster toujours avec les oreilles. Sophie Grégoire, que je devrais encore appeler Sophie Grégoire Trudeau, c'est ainsi qu'elle le signe ce livre qui s'appelle Entre nous, mieux se connaître, mieux s'aimer. Sophie Grégoire, qui nous dit-on, nous invite à entreprendre un voyage à travers notre paysage émotionnel, de l'enfance à l'âge adulte, en s'appuyant sur l'intervention des spécialistes parmi les plus réputés dans les domaines de la santé mentale et du bien-être. Il semblerait que ce livre de Sophie Grégoire Trudeau, Entre nous, nous donne accès à la science, derrière la santé du cerveau et met en lumière nos signatures émotionnelles uniques. C'est comme ça qu'elle s'exprime, Madame Trudeau, Grégoire Trudeau. Et elle puise à même des histoires personnelles qu'elle partage avec ses lecteurs, différents aspects de son propre cheminement. C'est un livre qui est aussi enrichi d'entrevues exclusives avec les 10 meilleurs spécialistes internationaux, notamment des psychologues pour enfants, des neuroscientifiques ou des spécialistes de la toxicomanie, des enseignants ou encore des journalistes. Hillary Rodham Clinton, ex-secrétaire d'État des États-Unis, a dit de ce livre qu'il était honnête et instructif et que Sophie Grégoire Trudeau explore la réalisation d'une vie remplie de sens et d'émerveillement. Et c'est un livre qui explique avec sincérité, écrit encore Hillary Rodham Clinton, l'importance des relations pour notre bien-être en tant qu'individu, en tant que parents et mentors et en tant que membres de la société. Un extrait. Une grande partie de notre identité est façonnée au cours des premières années de notre vie. Et ce bagage reste en nous jusqu'à l'âge adulte. Plus on vieillit, plus il est difficile de revenir à notre identité profonde. Trop souvent, on est défini par notre apparence, nos titres professionnels, les gens qu'on suit, ceux qui nous suivent et le contenu qu'on consomme sur les médias sociaux, notre statut socio-économique, religieux ou matrimonial. Ce jugement se produit souvent en un clin d'œil, sur la base de ce qui est évident, en surface. J'en ai fait très souvent l'expérience au cours de la dernière décennie. Au premier regard, une personne qui m'abordait dans la rue, dans un commerce ou dans un restaurant, me reconnaissait parce qu'elle m'avait aperçu à la télévision ou dans le journal. J'étais la madame qui portait des tenues habillées lors d'une occasion officielle, ce qui ne me représente pas du tout au quotidien. Très souvent, on me demandait si j'étais la femme de Trudeau, ce à quoi je répondais toujours en souriant « Je suis Sophie et je suis heureuse de vous rencontrer ». Cette réponse suscitait généralement un petit rire gêné, mais j'espérais ainsi créer une connexion plus profonde avec chaque être que je rencontrais. Je ne pense pas qu'on puisse définir toutes les nuances d'une personnalité en quelques mots, mais je dirais toutefois que je me considère comme une femme passionnée, créative, courageuse, une mère impliquée, présente et aimante, une personne dévouée, une sportive intrépide, une vraie casse-cou selon mes proches, une amie loyale, une défenseuse acharnée et une alliée fidèle. Quelqu'un qui a connu la joie et la tristesse, les triomphes et les défis, la souffrance, la colère et le désarroi, et surtout, l'amour. Malgré les qualités de chacun, cherchons vraiment à percevoir ce qu'il y a de plus profond, de plus vrai chez les autres.
Nos vies sont remplies d'artifices et il faut savoir bien distinguer la réalité de l'illusion. On forme, à la va-vite, des perceptions sur lesquelles on fonde de nombreuses décisions. Enfin, est-ce qu'on se connaît vraiment? Il est difficile d'accéder à notre vérité en tant qu'individu et en tant que société. Savoir qui on est, au plus profond de soi, c'est le premier pas vers une vie entière, saine et authentique. Et au terme de cet examen de conscience, on est beaucoup mieux préparé à rencontrer l'autre et à établir avec lui des liens solides basés sur la reconnaissance de nos similitudes, mais aussi sur le respect de nos différences. Je l'ai mentionné dans l'introduction, je me suis investie dans plusieurs causes entourant la santé mentale et physique, lesquelles m'ont donné la chance d'échanger avec des gens du monde entier. J'ai également beaucoup exploré l'univers émotif de mon enfance qui a modelé la femme que je suis devenue. L'un des apprentissages les plus cruciaux que j'ai faits, c'est l'importance des premières années de notre vie dans la formation de notre paysage émotionnel. Ces premiers moments sont déterminants pour la suite, car ils contiennent des informations privilégiées sur qui l'on est quand on plonge à l'intérieur de soi. C'est lu exactement comme elle est. Hein. C'est quelqu'un qui est plein d'enthousiasme, plein de... Bon, c'est sûr, au niveau de la respiration, au niveau de tout ça, ça peut sembler un petit peu fatigant, mais je pense que le contenu est, ma foi, fort intéressant. Dommage que ce soit une exclue Audible. Je dis dommage parce que vous ne pourrez pas notamment le retrouver sur la plateforme de Nara. Nara qui est le catalogue, la référence ici au Québec en matière de livres audio. Et Nara qui fête ce mois-ci, c'est 2 ans. Déjà 2 ans. 2 ans à être l'icône des livres d'ici. L'icône livre d'ici est attribuée, nous dit-on, sur le catalogue de Nara, aux titres écrits par des auteurs francophones d'ici, c'est-à-dire du Québec, ou encore aux œuvres d'ici, et d'ailleurs publiées par des éditeurs québécois ou franco-canadiens. Elle aurait vraiment eu sa place là, Madame Trudeau. Il est important pour nous d'offrir une visibilité accrue aux livres d'ici sur Nara afin de faciliter leur recherche et d'augmenter leur découvrabilité. Nous sommes heureux de contribuer à la promotion des talents littéraires canadiens et québécois qui méritent d'être découverts et appréciés par un vaste public. Le public qui va être touché par les 2 prochains livres que je vais vous présenter maintenant sont des jeunes adultes, ou peut-être des jeunes un peu plus jeunes que des jeunes adultes, mais assez éveillés quand même. Parce que ce sont deux sujets qui vont faire réfléchir, je pense, qui vont faire peut-être prendre conscience de l'impondérabilité, tiens, moi aussi je vais en faire un comme ça, de la vie. Et bon, je me lance. D'abord, ce livre qui s'appelle Clang, C-L-A-N-G avec un point d'exclamation. On est avec un jeune homme qui rentre d'une fête où il n'avait pas du tout envie d'aller. D'ailleurs, il la quitte très tôt et accidentellement, il frappe un cycliste. Sous le coup de la panique, il prend la fuite. Il va se réfugier au chalet de ses grands-parents. Il traverse l'angoisse, le déni, c'est ce qu'on va entendre dans l'extrait que je vous présente. Il traverse aussi, il est dans le doute, il est dans l'espoir afin de pouvoir faire face avec lucidité à la dure réalité de son geste. Je vous le disais en préambule, tout ce qui peut faire basculer la vie d'un jeune homme, l'impondérable, qui touche tout le monde, les jeunes et les moins jeunes. Mais sommes-nous prêts à affronter l'impondérable quand on a 13, 14 ou 15 ans? C'est un livre de Carole Tremblay, c'est lu par Lévi Doré, extrait de Clang. Il fait noir. Il fait frette. Je parque le char, j'arrête le moteur. Mais c'est comme si j'avais rien arrêté. Il y a toujours autant de bruit dans ma tête. Mon cœur bat à une vitesse de malade. Ça doit être le sang qui fait se brûler en me traversant les artères. J'ai de la misère à respirer. J'ai jamais fait de crise d'asthme, mais je me dis que ça doit ressembler à ça. J'essaye d'avaler ma salive, mais j'en ai plus. Je suis plus capable de penser. Je suis comme un disque accroché à me répéter « Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais jamais dû, qu'est-ce que j'ai fait? » Ça me prend tout mon petit change pour sortir du char, mais une fois dehors, je cours, va savoir pourquoi. Je me lance sur le panier d'épingles à linge, là où ma grand-mère cachait la clé de secours. Je rentre dans le chalet. Je claque la porte. Qu'est-ce que je m'imaginais? Que j'allais être protégé de quelque chose en rentrant là?
Que je passerais dans une autre dimension où ce qui est arrivé serait plus arrivé. J'allume la lumière. J'ai l'impression qu'il fait encore plus frais en dedans. Je respire pas mieux. Puis là, les questions arrivent. Comme tout en même temps. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis parti? Pourquoi je me suis sauvé? Qu'est-ce que je fais ici? Puis qu'est-ce qu'il faisait là, lui aussi, dans le noir? Même pas de lumière sur son esti de bicycle. Tout allait bien. Pourquoi il fallait que ça chie là? Je veux dire, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? OK. C'est sûr que le gars aussi doit se poser la question. S'il est encore en état de se la poser. Mais... y es-tu vraiment encore en état de se la poser? J'aurais jamais dû prendre le char. Jamais. De toute façon, qu'est-ce que je suis allé foutre là? J'avais même pas le goût d'y aller à ce party-là. Je le sentais pas. C'est à peine si je le connais, Fred. Je m'en calisse-tu de sa fête? De sa crise de fête plate? Même que c'était juste weird que je sois là. Si Mathias avait pas tant insisté aussi, c'est sa faute. Il m'a traîné là juste pour voir une fille qui aurait pu dater n'importe où sur la terre. Il m'a traîné là puis il m'a planté là. Avec juste un paquet d'inconnus qui me traitaient comme si j'étais un chien perdu qui venait d'arriver dans leur cour. Un chien miteux à qui c'est même pas la peine de jeter un regard de pitié. C'est ça un ami? Un gars qui te tête un livre pour aller cruiser puis qui te laisse te débrouiller quand il a trouvé le courage de frencher? Le pire, c'est que je peux même pas accuser l'alcool. J'ai rien bu. Shit. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas rester ici jusqu'à la fin des temps. Il va bien falloir que je rentre chez nous. Mes parents vont s'inquiéter, ils vont me chercher. Puis c'est sûr que le chalet, c'est la première place où ils vont aller une fois qu'ils vont avoir fait le tour de mes 2-3 amis. Mathias, Vincent, Éloi. Lila, ils savent même pas qu'elle existe. Mathias, je peux-tu vraiment considérer ça comme un ami? Alors que c'est sa Christie de faute si ma vie vient de frapper un mur. C'est peut-être pas lui qui chauffait, mais s'il m'avait pas forcé à aller chez Fred, tout ça serait pas arrivé. Fred, je sais pas qui. Je me rappelle même plus de son nom de famille. Je peux pas croire que ma vie est finie parce que je suis allé à la fête d'un gars dont je me torche. Elle va finir de même ma jeunesse, c'est ça? That's it? Meilleure chance la prochaine fois? C'est pas comme si j'avais eu un accident vivant ma best life. En roulant quelque part de beau, dans les montagnes rocheuses ou dans le désert de Sonora, avec une super fille qui rit à côté de moi, qui trouve que je suis le plus beau, le plus fin, le plus drôle des gars qu'elle a jamais vu. Après qu'on ait passé une semaine de fou à voir des paysages fabuleux, à plisser les yeux dans le soleil, YOLO, fuck la crème solaire, à manger des affaires bizarres puis à trouver ça bon, à frencher, à baiser puis à se coucher dans des champs pour regarder les nuages. Oui, un texte assez fort, je trouve, à glisser entre les oreilles de vos adolescents, si vous en avez. C'est Kling de Carole Tremblay. C'était lu, bien lu d'ailleurs, par Lévi Doré. Et c'est important de le dire, c'est édité par La Courte Échelle, enregistré chez Bulldog. C'est d'ailleurs le cas aussi de l'autre livre que je vous présente à présent, Cuba, de Laurie Léveillé. C'est lu cette fois-ci par Marie-Ève Beauregard. C'est toujours édité par La Courte Échelle et enregistré chez Bulldog. Nous sommes cette fois-ci avec Sam qui révèle à sa meilleure amie Léa qu'elle a été agressée lors du party d'Halloween. Sam est donc une fille qui révèle à sa meilleure amie Léa qu'elle a été agressée lors d'un party d'Halloween. Évidemment, c'est le choc. Le problème, c'est que Sam n'a aucune espèce d'idée de l'identité du coupable. Et Léa est si bouleversée qu'elle convainc Sam de s'inscrire avec elle à des cours d'autodéfense dans le but explicite de se venger dès qu'elles l'auront identifié. Oui, mais d'accord, mais que faire si ce coupable se révèle finalement être plus proche qu'elle le pensait? Encore là, un questionnement pour les jeunes. C'est bien écrit, c'est bien lu. Jugez-en par vous-même. Avec Cuba, là, on est avant l'agression, mais juste avant l'agression. C'est la première fois que je vais chez Maya. Le père de Maya a fait du punch aux ananas et au rhum. Puis tout le monde se sert généreusement. Après juste un verre, moi, j'ai la tête qui tourne un peu. Monsieur le dentiste niaise pas sur ses dosages. Puis c'est comme si le punch était à l'infini. À la seconde où quelqu'un boit la dernière goutte du bol, Maya arrive avec un nouveau bol plein. À croire qu'ils ont une usine à punch dans le sous-sol ou de quoi de même. J'ai déjà perdu Léa, mais ça m'inquiète pas. La maison est immense, puis c'est tout le temps comme ça quand on va dans des parties ensemble.
On y va pas si souvent, mais ça arrive quand même. Léa arrête pas de dire qu'elle a donc ben hâte au cégep, parce qu'il va avoir des parties à toutes les semaines. Moi, ça me fait pas envie du tout. Pantoute. Nada. C'est juste stressant, à mon avis. En fait, je trouve ça un peu plate, je pense. Les autres ont le droit d'avoir du fun. Je dis pas le contraire. Mais moi, c'est pas mes affaires préférées. Fêter, danser, crier, boire, tout ça. Je pense que c'est une question de personnalité. Peut-être. Je sais pas. La voix de Léa me sort de ma tête. « Sam, sors de ta tête! Sam! » Elle crie souvent mon nom, Léa. Pour elle, faut que ça bouge. Puis vite. Elle a pas le temps d'attendre après moi. Jamais. Elle me dit que Ronaldo l'a invitée dans le sous-sol pour qu'ils se parlent juste les deux. Elle m'a dit qu'il y a des petits mots qui circulent dans le party. Des messages, genre. Que c'est comme ça qu'elle a su. Que peut-être je recevrais un mot, moi aussi, pour aller rejoindre quelqu'un dans une chambre ou ailleurs, puis être juste les deux, tout seul. J'ai ri. Voyons donc. Le monde dans ce party-là a autre chose à faire que remarquer que j'existe, je pense. C'est vrai pour ce party-ci, mais aussi pour tous les autres. Et pour les jours d'école aussi, dans le fond. Si Léa était pas toujours avec moi, personne connaîtrait mon nom. Elle dit que c'est pas vrai, mais moi, je sais que c'est vrai. Puis c'est pas grave. Je pense que j'aimerais pas ça que tout le monde connaisse mon nom. Léa descend les escaliers vers le sous-sol. Elle m'envoie un clin d'œil. Elle m'envoie un bec aussi. Ride or die, comme elle dit. On est ça, ensemble. Ride or die. Sa tête de petite diablesse rouge disparaît dans l'escalier qui descend. Et on peut imaginer que c'est là que ça va se passer. Ça s'appelle, je vous le rappelle, Cuba, c'est de Laurie Léveillé, lu par Marie-Ève Beauregard, édité par La Courte Échelle, enregistré chez Bulldog, et j'avais envie de vous parler de ces deux livres-là parce qu'ils sont bien à la hauteur de ce que publie, fait paraître en audio le studio Bulldog et le catalogue Nara dont il est question, qui vient de fêter son 2e anniversaire. Alors c'est bien. Alors c'est bien, oui, c'est bien Nara, mais alors c'est bien, c'est aussi le titre d'un bouquin qui se retrouve en nomination au prix des lectrices de Elle 2025. Faut pas croire, il n'y a pas juste le Goncourt et le Renaudot, il y a plein d'autres prix qui font vendre des livres et celui-ci en est un. Alors c'est bien, c'est écrit par la Clémentine Mélois, c'est lu par Dominique Pinon pour la voix d'homme, Élodie Hubert pour la voix de femme. Pinon, c'est Bernard Mélois, il est sculpteur, il a consacré son existence à souder des figures spectaculaires dans le capharnaüm de son atelier en chantant sous une pluie d'étincelles. Eh bien, il décède et on retrouve l'héroïne entourée de sa famille, de ses sœurs en Bretagne, et il prépare une inhumation digne d'un concert au Stade de France. C'est d'une fantaisie irrésistible, c'est un hommage aussi de l'artiste Clémentine Mélois à son père, qui était un bricoleur de génie, qui lui a transmis cet humour aussi inquiet, son amour des mots et son vital élan de création. Écoutez bien ça, c'est délicieux comme livre audio. Mais lorsque j'ai demandé à remplacer décédé par mort, la dame des pompes funèbres s'est récriée « Ah ça non alors, non, non, non ». Je n'ai pas argumenté. Elle devait avoir reçu des consignes d'apaisement, en plus du papier peint cascade. Tout va bien. Les gens que vous aimez ne sont pas morts, ils sont décédés. Et par la grâce d'une pensée, d'un champignon ou d'un vol de faisan, nous sommes toujours près d'eux. Pour en revenir au cercueil, j'ai trouvé qu'ils étaient chers. D'autant que c'est un achat ingrat. Encore pire que de devoir payer une police d'assurance, de changer ses fenêtres ou la courroie de distribution de sa Twingo. C'est bête, se dit-on. Avec ça, j'aurais pu m'offrir des vacances à Tahiti. Enfin, c'est ainsi, on le sait bien. La vie est faite de beaucoup de courroies de distribution à changer et de très peu de vacances à Tahiti.
Quoi qu'il en soit, le choix a été vite fait. Pas besoin de réfléchir. Nous avons pris le cercueil le plus simple, en bois de peuplier brut. Qu'importe leur prix ou leurs particules, les cercueils au nom d'écrivains étaient tous égaux dans la laideur, en bois ultra verni avec des poignées tarabiscotées. Papa avait dit « Je veux une caisse en bois, 4 planches et un couvercle ». Et de toute façon, nous avions prévu de le peindre. J'en avais discuté avec lui quelques jours plus tôt. « On va peindre ton cercueil, papa. Quelle couleur tu voudrais? Rouge? Jaune. Ou alors doré à la feuille, comme un sarcophage. » Oh non, vous n'allez pas user de la feuille d'or pour ça. Le bleu de la croix, ce sera bien. Mon père était sculpteur. Quel que soit le temps et la saison, au frais en été, au froid en hiver, dans son ensemble en jean tout élimé aux cuisses, avec ses lunettes au verre rendues presque opaques par les éclats de métal, ses belles mains noires et ses pulls troués. « Oh Bernard, ne me dis pas que tu as mis ton pull tout neuf pour souder, tu exagères !» Dans un nuage d'étincelles, il bricolait en chantant Petite fleur. Un « Nom de Dieu !» résonnait parfois quand ça ne marchait pas. Puis la chanson reprenait sur un ton faux, avec des paroles approximatives. « Si les fleurs... » Bruit de meuleuse. « Qui bordent le chemin... » Bruit de ponceuse. « Se fanaient tout un jour... » Bruit de marteau. « Ah, nom de Dieu !» Bruit de tôle entrechoquée. « Au beau pays des fleurs... » Bruit de chalumeau. Une vie entière à construire une œuvre spectaculaire au calme de son atelier ouvert sur le jardin. Ma mère à ses côtés, toujours là, à portée de voix. Nous, ses filles, le chien qui pue, les amis qui passent, les voisins. Tout au centre de notre monde, de l'îlot familial entouré par l'infini sauvage des champs, des forêts et des gens ordinaires. Tout ce que j'aime dans le livre audio est là. L'écriture, l'humour, la réalisation, sobre mais en même temps travaillée. Un grand bonheur que Alors c'est bien de Clémentine Melloy, lu par Dominique Pinon et Elodie Hubert. C'est en nomination au prix des lectrices de Elle 2005. On va finir avec cette première demi-heure avec le prix Audiolib 2024, remis à La dernière allumette de Marie Vareille, lu par Caroline Tillette et Renaud Bertin. Un lecteur a écrit que c'est avec justesse, avec malice et intelligence que Marie Vareille nous plonge dans une intrigue retorse, implacable, vertigineuse et brillamment mise en scène. Si l'ambiance, de par ses sujets traités, est sombre et tendue, elle n'en reste pas moins lumineuse. C'est un roman diabolique et captivant. Nous sommes avec Abigail qui vit recluse dans un couvent en Bourgogne. Sa vie d'avant, elle l'a en grande partie oubliée. Elle est même incapable de se rappeler l'événement qui a fait basculer sa destinée et qui l'a poussée à se retirer du monde. Elle conserve un contact avec Gabriel, son grand frère, qui a une brillante carrière d'artiste, qui vient lui rendre visite quelquefois au couvent et qui lui raconte la vie à l'extérieur. Sauf que Abigail ne peut s'empêcher de trembler quand elle apprend que Gabriel vient de tomber amoureux d'une Zoé, parce qu'elle le connaît, Gabriel. Il paraît que les gens pensent à une seule chose à la fois. C'est fou comme idée. Mais admettons. Moi, à cause de mon QI, je pense à tout à la fois. Alors, il y a un arbre qui pousse dans ma tête. C'est l'arbre de mes pensées. Des nouvelles branches poussent dans tous les sens, parfois en même temps. J'ai tellement d'idées que je comprends plus rien. Parfois, mes idées vont trop vite, dans des endroits très sombres, et j'arrive pas à les retenir. Au lieu de penser à ce qui est beau et ce qui va bien dans la vie, je pense à ce qui est moche. À la guerre, aux maladies, aux poireaux vinaigrettes, à la mort. Et alors, je tombe dans la tristesse,
comme une pierre au fond d'un puits. Je déteste quand ça fait ça. Personne ne peut me consoler de ce chagrin-là. Ni Doudou Albert, ni Gabriel, ni maman, ni papa. Parce que ces malheurs existent seulement dans ma tête, pas dehors. Mais ils font mal quand même. Le docteur Hassan dit que je vais apprendre à éviter ça. Et de ne pas m'inquiéter. Parce qu'ensemble, on va arriver à ranger mon cerveau et ça va aller. C'est ce que je préfère quand elle dit « ça va aller ». Parce que quand maman dit « ça va aller », je crois pas que ce soit vrai. Mais pour le docteur Hassan, c'est très important la vérité. Alors je la crois. Le docteur Hassan m'a demandé si Gabriel m'avait poussé du toit. Je lui ai dit que non. Que Gabriel m'avait fabriqué des ailes en papier toilette avec du fil de fer et du scotch pour que je vole comme un oiseau. Pas pour me casser des bras. Ça m'a énervé qu'elle demande ça sur Gabriel. Je sais pas pourquoi. Alors je me suis allongée sur le palier dans la lumière du vitrail pour écrire dans mon cahier qu'elle m'avait énervée. Même si elle lira pas. Après ça allait mieux. C'est grâce au vitrail. Dedans il y a tout ce que j'aime. Des arbres, le ciel et des oiseaux. Je voudrais habiter le ciel et regarder les gens de tout là-haut. Et quand les choses vont mal, je pourrais m'envoler. Le ciel, ce serait beaucoup mieux que le placard de la chaudière. Mais quand Gabriel m'enferme dans le placard de la chaudière, il a sa tête là. Sa tête là, ça veut dire qu'on ne discute pas. Que c'est maintenant. Sinon, il se fâche. Et je veux pas que Gabriel se fâche contre moi. Comme papa avec maman. Ça me rend triste. Je vais me répéter, tout ce que j'aime dans le livre audio est là. Cette lecture, ce naturel-là, c'est vraiment formidable. Et cette petite Abigail qui écrit, c'est parce que c'est écrit dans le livre de Madame Mareille, qui écrit « Je voudrais habiter le ciel ». Et bien, c'est finalement ce qu'elle va décider de faire, enfermée dans un couvent et surtout enfermée, emmurée dans le silence, avec pour seule visite celle de ce frère Gabriel, qui lui en a fait voir de toutes les couleurs. C'est ce qu'on comprend à la fin de l'extrait. Elle le connaît et elle se dit non, faut surtout pas qu'il tombe amoureux parce qu'elle sait, elle, ce qui va se passer. C'est diablement bien écrit par Marie Vareille, La dernière allumette, et c'est diablement bien lu par Caroline Tillette et je pense aussi Renaud Bertin. En seconde partie de l'émission Des livres plein les oreilles, je vous avais parlé il y a quelques semaines déjà du livre Les guerriers de l'hiver d'Olivier Norek, dont il sera pas mal question d'ailleurs dans les mois à venir dans le milieu littéraire, j'en suis certaine. C'est pourquoi j'ai demandé à Gérald Cousineau de jeter une oreille, voire les deux, sur ce livre, ma foi, qui semble hors du commun, c'est ce qu'en disent les critiques. Et en guise de dessert, j'ai pour vous deux nouveautés irrésistibles. D'abord un livre de Chimamanda Ngozi Adichie et l'autre de l'inénarrable Daniel Penna qui, comme les amateurs de livres audio le savent, brille autant de la plume que de la voix. Salut Gérald. Salut Clotilde. Alors, les guerriers de l'hiver. Honnêtement, j'ai entendu du plus, puis j'ai entendu du bof. Bof. Oui, j'ai également eu les deux revers de la médaille, mais moi j'irais plus pour le positif. Ah oui, hein? Bon. Alors, juste quelques mots sur Norek. C'est un jeune homme, relativement jeune, il a 49 ans. Donc, oui, et saviez-vous que ce monsieur a été capitaine de la police judiciaire pendant 18 ans? Oui. Avant de se mettre à écrire des polars. Il est également scénariste. Oui. Donc, ce roman-là, bien sûr, Les guerriers de l'hiver. Et avant d'aller plus loin, on pourrait écouter l'extrait parce que oui, ça va nous mettre dans le bain. Absolument. Imaginez un pays minuscule. Imaginez-en un autre gigantesque. Imaginez maintenant qu'ils s'affrontent. 20 millions d'obus, et la terre
manqua de s'ouvrir en deux lorsque la Russie en frappa l'écorce au même endroit, chaque jour, pendant plus de 100 jours. Des colonnes de chars contre de vieux fusils. 1 million de soldats rouges contre des ouvriers et des paysans. Mais les conflits passés racontent qu'il faut 5 soldats entraînés pour affronter un homme seul qui se bat pour sa terre, sa patrie et les siens, les mains accrochées à sa carabine, sentinelle derrière la porte de sa ferme barricadée. Et un homme seul peut changer le cours de l'histoire. Au cœur du plus mordant de ces hivers, au cœur de la guerre la plus meurtrière de son histoire, la Finlande vit naître une légende. La légende de Simo Häyhä, la mort blanche. Il y avait pourtant eu des jours heureux, une paix chérie. Il y avait eu un avant, un peu avant l'enfer. Oui, la table est mise, hein, Gérald? Oui, avec cette musique, entre guillemets, là, c'est un peu lugubre, et ça présente bien le sujet. Donc, nous sommes à l'automne 1939, et la Russie décide comme ça d'envahir la Finlande. La Finlande, c'est un tout petit pays, très peu peuplé par rapport à la Russie. D'ailleurs, dans l'extrait, on parle bien d'un pays minuscule contre un pays gigantesque. C'est exactement ça. Donc, la Russie envahit la Finlande. La Finlande qui a une très longue frontière avec la Russie. Alors, ça complique les choses. Mais les Finlandais, quoique peu nombreux, sont tenaces. Ils vont résister pendant 100 jours à peu près. Le conflit va durer à peu près 3 mois avant qu'il y ait un traité de paix. Mais ça nous rappelle quelque chose, évidemment, parce que les Russes, Staline pensait que les Russes, l'armée russe en viendrait en bout en 2 semaines. Et non, c'est pas tout à fait ça qui se passe. Et le roman est centré en bonne partie sur un tireur d'élite, un ancien fermier, il s'appelle Simo Häyhä. Eh bien, ce monsieur-là, que personne ne connaissait avant qu'il ne joigne l'armée finlandaise, eh bien, va devenir un tireur d'élite, mais là, exceptionnel. Il va faire, une hécatombe dans l'armée russe. C'est incroyable. Il y a des scènes de bataille très dures, très horribles. Vraiment, l'auteur ne nous épargne rien. Mais encore là, on imagine que c'est exactement comme ça que ça s'est passé, parce que je le dis tout de suite, Norek est formidablement bien documenté. D'ailleurs, je vous dis tout de suite, dans l'avertissement qui suit le roman, il dit bien, ceci est un roman, oui, mais aucun fait d'armes n'a été inventé, ni aucune anecdote, aucun acte de bravoure n'a été exagéré. Eh bien, pour ça, moi, je suis embarqué dans cette histoire cruelle, et d'un réalisme saisissant. Et moi, je dis, évidemment, avec le temps, chapeau à l'armée finlandaise, parce que là, se battre contre un géant comme la Russie et réussir à la maintenir à la frontière, les Russes ont envahi une partie, et ont gardé une partie du pays à ce moment-là, mais pas plus. Imaginez 20 000 obus, 20 000 bombes chaque jour sur la Finlande, 20 000 bombes. Helsinki a été bombardée, la capitale d'Helsinki a été bombardée. Les gens, bien sûr, ont dû fuir en masse, mais quand même, l'armée était là, et la plupart du temps, c'était d'anciens fermiers ou des ouvriers, tout simplement. Et ils ont tenu contre des soldats de l'armée moderne, la plus puissante à ce moment-là. C'est vraiment un roman historique. C'est le premier, d'ailleurs, de Norek, parce que jusque-là, Norek avait écrit des romans policiers, de très bons, parce que moi, j'ai beaucoup lu Norek, et j'aime beaucoup ses romans policiers. Là, c'est le premier roman historique, et j'ai entendu dire qu'il était sur la première liste du concours. Bon, on verra bien. Mais ça m'a fait penser à Lemaître, Pierre Lemaître, qui aussi avait écrit des romans historiques. Bien sûr. Au revoir là-haut, tout ça. Donc, mais moi, je pense que Norek a écrit ça en pensant, bien sûr, à la guerre en Ukraine, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à l'Ukraine. Et là, on se dit aussi, et on constate aussi que les dictateurs d'aujourd'hui, je ne nommerai pas celui qui est en Russie, on dirait qu'ils n'ont pas appris des fautes de leurs aînés. Parce que fait Poutine, finalement? Et on peut le deviner dans le roman. Il refait les mêmes erreurs que Staline a faites, les mêmes erreurs que Hitler a faites en envahissant la Russie. Et là, Poutine tombe dans le même panneau, si on peut dire. Poutine qui pensait régler le cadre de l'Ukraine en 2 semaines, eh bien non, ça va faire 3 ans en février prochain. Donc, si vous aimez l'histoire, si vous aimez les romans historiques, c'est un roman formidable, du début à la fin. Moi, j'ai pas lâché. C'est sûr que c'est dur, mais c'était la guerre quand même. Oui, bien sûr. Il y a des personnages très forts, comme celui de Simo Häyhä, vraiment. Là.
Alors, il me semble, oui, j'ai lu ou à un moment donné où j'ai écouté un extrait où le petit Simo est en train d'apprendre de son père à devenir un sniper. Oui. Hein, ou sniper. Est-ce qu'on dit sniper ou sniper? Sniper. Sniper revient très souvent dans c'est le ça, oui, c'est ça. Et le père hein, qui lui apprend à tuer un ours ou je ne sais plus avant que l'ours le tue et lui dit là, tu vois, si tu ne l'avais pas... En tout cas, je me souviens plus, mais c'était vraiment passionnant de voir comment ce gamin-là avait été élevé à la dure par rapport à la chasse et que c'est ça qui va lui servir ensuite toute sa vie, enfin en tout cas durant cet épisode-là, quoi. Il est allé à une école assez dure, celle de son père. Oui. Et là, en écoutant, je visualisais les scènes. On imagine les soldats finlandais qui s'habillaient de blanc. Et imaginez-vous un tireur d'élite dans la neige. Ben, les Russes ne le voyaient pas souvent. Mais en même temps, au moindre mouvement, souvent les tireurs d'élite se mettaient quelque chose dans la bouche pour pas que la buée paraisse. Pour que l'ennemi distingue la buée. C'est incroyable. Oui. Ils pensaient à tout. Eh bien, qu'est-ce qu'ont fait les soldats russes? Ils se sont mis à s'habiller en blanc eux aussi. Ils ont adapté cette mode des Finlandais pour passer plus inaperçus. Donc ça, c'est vraiment, c'est à nouveau des pages incroyables. Mais on imagine, parce que évidemment, les Finlandais vont perdre beaucoup d'hommes, mais les Russes vont en perdre beaucoup plus parce que c'est eux qui attaquaient. Et là, on se rend compte que Staline a agi un peu comme Poutine, a fait comme Poutine aujourd'hui, c'est qu'il fait massacrer des milliers de soldats, c'est pas grave. Il faut gagner d'abord et avant tout. Et les commissaires politiques. Oh là là, le personnage du commissaire politique, dès qu'un soldat russe fait mine de ne pas avancer comme on le lui ordonne, eh bien, il est abattu, purement et simplement. Ça, on savait que ça existait, les commissaires politiques. Mais là, vraiment, mais moi, je dis chapeau honoré parce que côté histoire, on ne peut pas lui reprocher grand-chose dans ce roman. D'ailleurs, il va donner sa bibliographie à la fin, là, c'est impressionnant. Ah oui. Bon, alors on rappelle le nom, Les Guerriers de l'hiver, d'Olivier Norek. C'est lu par Thierry Blanc, qui est un narrateur de renom. Hein. C'est un type qui a lu énormément de bouquins. Je voulais profiter de vous avoir au bout du micro parce que pour vous parler de quelque chose de bien spécial. Vous avez sûrement entendu parler de Spotify, qui est un espèce qui est une bande de streaming de musique. Je ne sais pas si, en tant que non-voyant, en tant qu'aveugle, appelons les choses comme elles sont, est-ce que c'est le genre de choses que vous utilisez, vous, Gérald? Jamais. Parce que j'imagine... Je n'écoute pas de musique autant que bien d'autres. J'ai pas mal délaissé la musique en vieillissant. Je me tourne davantage vers les livres que vers les disques. Bon, mais si je vous disais là, maintenant, que tous les livres, je dis bien tous les livres qui sont produits par des maisons françaises comme Gallimard et Audiolib, et même Lizzy, qui sont vraiment les 3 plus gros producteurs de livres audio francophones dont je parle à cette émission-là, sont disponibles sur Spotify. Il faut simplement être abonné à la version... ça coûte $13 par mois pour être abonné à la version premium, mais $13 par mois. Alors bon, le seul hic pour l'instant, et ça je trouve ça tellement niaiseux, vous allez en rire avec moi mon ami, c'est qu'on ne peut pas écouter plus de 10 heures de suite d'un livre audio. Alors, si vous en avez un qui dure 12 heures, va falloir attendre le mois d'après pour lire. Non, mais c'est con. Bon, mais enfin, ça, j'imagine que ça va s'arranger avec le temps. Il y a des questions de droit d'auteur et de droit de narration. Moi, quand je pense... Vous savez que quand on est narrateur, on touche à un droit d'utilisation. Mais à l'époque, il n'avait jamais été question de ça. Alors, moi, je trouve qu'en tout cas, il va y avoir des choses à revoir, mais je voulais savoir ce que vous en pensez. Et en tant qu'aveugle, si vous aviez la possibilité d'aller sur Premium, d'abord, est-ce que c'est possible pour un non-voyant d'aller sur Spotify? Et de deux, est-ce que vous iriez écouter des livres chez eux, quoi? Moi, si j'ai accès à une autre source d'information, à une autre source de livres audio et que ça se fait assez facilement, parce que je suis pas un expert en informatique, mais je dis pourquoi pas, pourquoi pas. C'est parce que je sais pas si c'est accessible, parce que moi j'y arrive, parce qu'effectivement avec les yeux on peut suivre, quoi. On nous dit, on peut même faire une recherche. Est-ce qu'on peut faire une recherche vocale, par exemple, pour les personnes non-voyantes? Je ne suis pas sûre, donc j'avais envie d'en parler avec vous, quoi.
Mais en même temps, est-ce que ça me donnerait vraiment un atout de plus? Parce que je trouve déjà beaucoup de livres audio à la Médiathèque de France. Oui. Il y a bien sûr ici le SQLA. Est-ce que ça m'en donnerait davantage avec Spotify? Sauf que les lecteurs ne seraient pas les mêmes. Exactement. Ça vous donnerait un bon... Et là, je m'excuse d'avance, mais il y a peut-être parfois des gens qui sont pleins de bonne volonté, mais qui restent quand même des gens bénévoles, hein, ou alors encore des voix de synthèse. Et effectivement, à ce moment-là, vous auriez accès à des voix humaines, ce qui rend quand même le plaisir. En tout cas, à mon sens, quand même, ça décuple le plaisir, hein, je pense. Parce qu'à la médiathèque, les livres récents sont presque tous lus par des voix de synthèse. Et un peu après, ils sont repris par des voix humaines. Mais évidemment que je préfère les vrais lecteurs. Alors, autre chose, si vous aimez les vrais lecteurs, vous savez qu'en passant par BANQ, pas par le SQLA, mais par BANQ, vous pouvez aussi emprunter des livres audio, absolument gratuitement. Oui. Parce que là aussi, vous aurez accès à ce moment-là à des lectures que réellement... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et est-ce que vous l'utilisez? Dans le site, non, il s'agit d'aller dans le site de la BANQ. Oui, c'est ça, exactement. Et de s'y promener, oui. Oui, c'est ça, exactement. Et de s'y promener. Puis quand vous allez sur Prêt numérique, on a toujours le choix, on a souvent le choix, pas toujours, entre le livre numérique ou le livre audio. Est-ce qu'on peut le télécharger? Absolument. Ah, d'accord. Absolument, ça s'emprunte comme un livre. Tu peux vous peux le télécharger et ensuite tu le gardes pendant 3 semaines. Après 3 semaines, c'est un petit peu comme Mission Impossible, il part en fumée. Ah oui, c'est vrai, voilà. C'est curieux. Hein. Oui, mais enfin c'est quand même, c'est vraiment comme un emprunt, quoi. Et ça faisait longtemps que j'avais envie, mais là il y a que moi. Donc, est-ce que ça t'intéresse de passer par tout ça? Je me rends compte que les sources se multiplient, voilà. Tant mieux pour nous. Hein. Ben oui, exactement, parce que... Alors, je me propose de t'envoyer les liens. Après, je te laisse musarder là-dessus joyeusement, parce que là, je pourrais sûrement pas t'aider, mais j'aimerais ça qu'on s'en reparle à un moment donné, durant une autre chronique, à l'émission de Livres plein les oreilles. On se retrouve dans 2 semaines, cher Gérald. Monsieur Tiguido, comme disait Voltaire. Allez, bonne lecture. Au plaisir. Salut Gérald. On va finir ça avec 2 nouveautés. La première nouveauté, si vous préférez, c'est l'hibiscus pourpre de Chimamanda Ngozi Adichie. On dit que c'est son premier livre, donc je pense que c'est le premier, certainement qu'elle a écrit et qui se retrouve maintenant en livre audio. Il vient tout juste de sortir le 4 octobre dernier dans la collection Écoutez lire chez Gallimard. Alors, elle nous raconte quoi? Elle nous raconte l'histoire de Kambili qui a 15 ans, une jeune fille dont le monde est limité au mur de la résidence d'Enugu au Nigeria. C'est une résidence luxueuse. Et elle vit là avec ses parents et son frère Jaja. Son père s'appelle Eugène, c'est un riche notable qui régit son foyer selon des principes d'une rigueur implacable. C'est un être généreux, c'est un type courageux politiquement. Entre autres, il possède le seul journal indépendant du pays, c'est dire. Il est un véritable héros dans sa communauté. Mais Eugène n'a pas que des qualités, il a des défauts aussi. Et notamment, c'est un fondamentaliste catholique pur et dur, qui, du même coup, conçoit l'éducation de ses enfants comme une espèce de chasse au péché, vous savez, où les plus terribles punitions trouvent leur justification dans la foi. Arrive un jour un coup d'État qui vient secouer le Nigeria et Eugène, très impliqué dans la crise politique, est obligé d'envoyer sa fille et son fils chez leur tante. Et là, ils vont découvrir un foyer bruyant, mais surtout un foyer plein de rire et de musique, auquel ils vont prendre goût et surtout ils vont s'apercevoir que l'univers dans la maison luxueuse n'était vraiment pas un univers d'opulence, oui, mais de joie, sûrement pas. Voici un extrait de l'Hibiscus pourpre de Chimamanda Ngozi Adichie, lu par Klaina Clavaron. Plus près de la maison, d'éclatants buissons d'hibiscus s'étiraient l'un vers l'autre en s'effleurant, comme pour échanger leurs pétales. Les plants pourpres commençaient à donner des bourgeons ensommeillés, mais c'était quand même sur les rouges que se trouvaient la plupart des fleurs.
Ils semblaient fleurir si vite, ces hibiscus rouges, compte tenu de la fréquence à laquelle maman les coupait pour décorer l'autel de l'église, et les visiteurs les cueillaient en retournant à leur voiture. J'étais encore à la fenêtre quand maman entra dans ma chambre. Tous les dimanches, avant le déjeuner, pendant que papa faisait la sieste, maman me tressait les cheveux tout en disant à Sissi de mettre tantôt un peu plus d'huile de palme dans la sauce, tantôt un peu moins de curry dans le riz à la noix de coco. Elle s'asseyait dans un fauteuil près de la porte de la cuisine et moi par terre, la tête nichée entre ses cuisses. La cuisine avait beau être aérée, les fenêtres toujours ouvertes, mes cheveux s'imbibaient quand même du parfum des épices. Et après, quand je portais le bout d'une tresse à mon nez, je sentais l'odeur de la sauce aux égoussis, des feuilles d'outasie, du curry. Mais maman ne vint pas dans ma chambre avec les sacs de peigne et d'huile capillaire en me demandant de descendre. À la place, elle me dit « Le déjeuner est prêt. Nez. » Je voulais dire « Je suis désolée que papa ait cassé tes figurines. » Mais les mots qui sortirent furent « Je suis désolée que tes figurines se soient cassées, maman. » Elle hocha rapidement la tête. Puis la secoua pour signifier que les figurines n'avaient pas d'importance. Elles en avaient pourtant. Il y a des années, avant que j'aie compris, je me demandais pourquoi elle les astiquait chaque fois que j'entendais les bruits en provenance de leur chambre, comme si on cognait quelque chose contre la porte. Ses pantoufles en caoutchouc ne produisaient aucun son sur les marches, mais je savais qu'elle était descendue quand j'entendais s'ouvrir la porte de la salle à manger. Je descendais pour la trouver debout devant les étagères en verre, avec un torchon de cuisine trempé dans de l'eau savonneuse. Elle consacrait au moins un quart d'heure à chaque petite ballerine de porcelaine. Il n'y avait jamais de larmes sur son visage. La dernière fois, il y avait seulement 2 semaines, quand son œil gonflé avait encore la teinte noire violacée d'un avocat trop mûr, elle les avait redisposés après les avoir nettoyés. « Je tresserai tes cheveux après le déjeuner, » dit-elle en se retournant pour partir. « Oui, maman. » Je la suivis en bas. Elle boitait légèrement, comme si elle avait une jambe plus courte que l'autre, des marches qui la faisaient paraître encore plus petite qu'elle ne l'était. L'escalier s'incurvait en dessinant un S élégant, et j'étais à mi-hauteur lorsque j'aperçus Jaja debout dans le hall. Ordinairement, il allait lire dans sa chambre avant le déjeuner, mais aujourd'hui, il n'était pas monté. Il était resté tout ce temps-là à la cuisine, avec Mama et Sissi. « Qu'est quoi nous ?» lui demandai-je, même si je n'avais pas besoin de lui demander comment il allait. Il me suffisait de le regarder. J'ai écorché le nom de cette merveilleuse lectrice, Luparc Laina Clavaron. Voilà. C'est un livre, vous savez, on comprend ce qui se passe dans cette maison-là. Et il faut savoir que lorsque Cambelli et son frère, qui vont donc aller vivre ailleurs pendant un certain temps, avec beaucoup de bonheur, lorsqu'ils vont revenir sous le toit paternel, ça va être dans un brouhaha terrible, un conflit. La maison se transforme littéralement en champ de bataille. Les enfants, à ce moment-là, vont se révolter pour gagner leur liberté. C'est un roman absolument bouleversant sur la fin de l'innocence, la violence domestique et l'intolérance religieuse et l'émancipation. Un lecteur de Babelio en dit « Si le thème des violences familiales est malheureusement assez classique en littérature, l'originalité vient ici de l'ambivalence du père. Côté pile, un homme bon, prêt à risquer sa vie pour lutter contre la dictature au Nigeria ou à aider sa communauté à bâtir des écoles. Et côté face, un fils qui a renié son père non catholique, un mari qui frappe sa femme et un père qui n'a aucune tolérance pour la faiblesse de ses enfants. L'hibiscus pourpre, encore une fois, des mots au coup de poing signés Chimamanda Ngozi Adichie. Ça m'amène à
complètement autre chose. Nous revoici dans l'univers de Daniel Pénac avec Mon assassin. C'est le plus récent qu'il a fait paraître sur papier et en audio. C'est sorti le 3 octobre dernier. C'est lu par lui-même. C'est du bonbon. Et là, écoutez, il nous fait faire connaissance avec Pépère. Pépère qui va devenir le redoutable tueur de Terminus Malocène. Pépère qui prépare le premier coup de sa magistrale carrière de maître chanteur et d'assassin. Pénac, en racontant son enfance, tresse les fils de la fiction et de l'autobiographie. Il révèle à sa manière sa façon de travailler, d'écrire en fait, et ses sources d'inspiration pour créer un personnage. Je vous jure que c'est absolument fantastique, surtout si vous êtes des amoureux de Pénac et des Malocènes. Tous ceux qui ont grandi, et j'en suis, avec la tribu, qui ont vieilli avec ce Benjamin, ça ne peut que vous attirer. Et si vous ne connaissez pas les Malocènes, ça ne peut que vous inciter à aller soit vous procurer les livres par écrit, ou mieux encore, écoutez la série des Malocènes lue par Daniel Pénac, qui nous lit ici un extrait de son petit dernier, Mon assassin. Comme j'aimais mon frère. Tout livre désiré, roman, essai, récit, peu importe, est une promesse d'éternité. Le temps ne passe plus. Chaque jour est le jour du livre. Pourtant, l'heure tourne bel et bien, les semaines et les mois s'accumulent, on écrit sur le frère disparu, puis on écrit sur le rêve nécessaire, et vient le jour où votre éditeur vous fait observer que tout de même 5 années ont passé depuis la publication du cas Malocène premier tome. C'est vrai. Il est temps de s'y mettre. Chapitre 3. Alors, Kébir, t'as bien fait le ménage ? Demande un personnage à un autre. Ainsi commence le 2e tome. Kébir se demande comment Pépère, celui qui parle, peut lui faire aussi peur. Ces deux-là s'appellent donc Kébir et Pépère. Enfin, en tout cas, ce sont les noms peut-être provisoires que l'auteur vient de leur assigner. Un vieux et un jeune, qui causent. C'est important le ménage, mon petit. Il te restait quoi à faire ? L'escalier ? Ah, nettoyer l'escalier, mon Kébir, c'était pas la mer à boire quand même. L'auteur tisse ce dialogue à tout hasard. Quel genre de personnage engendrera cette trame ? Écoutons-les, on verra bien. Ils naîtront de ce qu'ils diront. Si ces deux interlocuteurs ne le mènent nulle part, l'auteur les sacrifiera pour commencer son roman autrement. Par une scène d'action, par exemple, ou un monologue de Benjamin Malocène, va savoir. Soudain, Pépère demande « C'est quoi ?» C'est parce que Pascou a été touché ? À ces mots, le dénommé Kébir revoit son collègue, un certain Pascou, prendre une balle dans l'épaule. Or, on canarde rarement les femmes ou les hommes de ménage. Le lecteur qui croyait lire une paisible histoire domestique découvre qu'il faisait du hors-piste. En réalité, Pépère réclame des comptes à un homme de main, Kébir, sur la façon dont s'est passée une opération sanglante, le rapt des La Pietà, qui apparemment s'est déroulée dans un escalier où un 3e lascar, Pascou, a été blessé. Pépère demande à Kébir si, une fois l'opération terminée, il a fait le ménage, c'est-à-dire éliminé 3 témoins gênants, ligotés au fond de l'escalier. Parce qu'un témoin, mon Kébir, ça témoigne. Ce faisant, Pépère s'empare du roman d'entrée de jeu, c'est un coup d'état littéraire. Un personnage auquel l'auteur ne pensait pas 10 minutes avant de s'asseoir devant son ordinateur, s'installe aux commandes d'un roman de 400 ou 500 pages qu'il conduira jusqu'à la dernière ligne avec un implacable esprit de résolution. Autant dire Bonaparte débarquant de Corse dans le grand bordel de la Révolution, décrochant la timbale et menant la danse jusqu'à Waterloo. Qui donc est ce Pépère ? Un gangster, apparemment. Un assassin. Excellent pédagogue au demeurant. Il règne sur une troupe de genoux auxquels il a tout appris. D'où sort-il ?
d'un exercice d'écriture automatique. Que veut-il? De l'argent et de la discrétion. Un chef de bande, donc, vénéré par ses troupes autant que redouté, surtout quand il se tait. Quand, par exemple, Pépère reste assis sans rien dire, son petit cartable sur les genoux, en regardant droit devant lui, là, il fait peur. C'est lumineux, c'est génial, c'est du Daniel Pénac à son meilleur. Et encore une fois, si vous n'avez jamais lu la saga des Malocènes, vous savez quoi? Je vous jalouse. Je voudrais un jour retrouver une même saga pour retomber en amour avec tous ces personnages-là. Ruez-vous sur la saga Malocène, elle existe en audio. Elle est même sur Spotify, si des fois vous l'avez, si vous êtes sur Premium. Voilà mes amis, c'était Clotilde Sey qui vous souhaite une bonne semaine, qui remercie Gérald Cousineau, son chroniqueur, et qui remercie à la régie Mathieu Tessier. Et puis qui vous remercie vous d'être là. Salut!